Well, actually, maybe I'll tell you how I came across James. I was in Bali, and obviously, as you know, I'm organizing a whole educational immersion plan for next year, / teacher training for those who want to one day teach. And philosophy, mythology, Sanskrit, chanting is all a huge part of this practice. And I felt like many times when I offered my philosophy and meditation classes, it was only accessible for only a certain students, because many of you would be a little, there's a lot of difficult words in English, and my French is not that good. And I felt like it's always much easier when it's in a language that you can relate to more. And obviously, when something is taught by an expert, I've studied a lot of philosophy and things, but it's not nearly enough as, for example, someone like James, who's dedicated his life to studying Sanskrit and the ancient texts. And so a friend of mine, as I was telling her about, I really need someone to like convey that beauty and treasure of yoga to our students and practitioners at the Shala. And she's like, James. It was like, you got to contact James. And then, so I wrote to him toward the end of my trip in Bali, and then we slowly got in touch. And so we were planning for autumn. And since James is almost towards the end of his Europe tour, teaching every weekend in different cities, he was in Mysore until end of January or something. I was at the end of the, like, in the new year, I was in India. Yeah. And I've been in Europe. Yeah, so since February, he's been touring and teaching. And it happened that we organized for October, and then he said, oh, by the way, I'm going to Bern on like beginning of May, and maybe I could stop by Vevey for an intensive or something. And then I thought, since we have 2 intensives coming, I thought maybe it will saturate you a lot also financially. So we thought we'll do a smaller event and take advantage that he's in the region and he's passing by, and for you to also get to know James and how he works, and so that this way you could maybe know what is coming and a little bit of an idea of what is coming in October. So I'm very happy that this worked out, and honestly, it's a big blessing and privilege to have James here and his beautiful energy. So, and I'm very glad that you could organize your schedules to be together here, benefiting from what James has started. Thank you for such a kind introduction. Et alors, c'est ma première fois à Vevey. Je suis très impressionné. Ce matin, j'étais au bord du lac. C'est extraordinaire. Et quand on est dans un endroit comme ça, certains des enseignements, certains des principes du yoga, c'est facile à leur apprécier dans une manière plus immédiate, avec des choses auxquelles on peut se référer dans les endroits. Alors, pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici. Delara m'avait dit que ce serait meilleur si j'essaie de le faire en français. J'ai raison. Oui. Mais alors, dès le début, il faut que je dise clairement. Alors, le français, c'est pas ma langue maternelle. J'ai grandi avec le français. Je venais souvent en France quand j'étais garçon, adolescent. Et j'ai fait des tailleurs sur le yoga en français, mais ça fait longtemps. Ça fait plus d'une décennie. Alors, et dans les années récentes, j'ai très peu parlé le français. Alors, c'est possible, voire probable, qu'à certains moments, mon expression en français va moquer un petit peu. Parce que j'aurais pas la subtilité, j'aurais pas la nuance. Et quand on rentre dans le monde du yoga, déjà on rentre dans un monde qui est conçu
dans le sanskrit. Et le sanskrit, c'est une langue très particulière. Sanskrit, qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Sam, comme le préfixe, ça veut dire bien. Et kri, c'est une participe passé du verbe faire. Alors, sanskrit, ça veut dire bien fait, bien construit, bien structuré. Et le sanskrit, c'est vraiment une langue merveilleuse. Parce que les mots français, les mots sanskrit, ils ont, et surtout quand on utilise le sanskrit dans une forme concise, comme on trouve par exemple dans la poésie, comme le Bhagavad Gita, ou dans les sutras, on rencontre un sanskrit très, très, tu sais, distillé, very distilled, yeah? Et les sutras, ils doivent être clairs, mais ils ont aussi cette qualité qui s'appelle en sanskrit Vishwato Mukham. Nous disons ensemble Vishwato Mukham. J'imagine que certains d'entre vous, le mot Mukha, vous le connaissez. Yeah. Alors, Mukha, ça veut dire bouche, ça veut dire visage, mais quand c'est Vishwata, Vishwata means all around, dans tous les sens. Alors, ça veut dire que les enseignements, quand on les écrit dans les sutras, ils doivent avoir cette qualité de briller leur lumière dans toutes les directions, de communiquer le sens à 360 degrés. Et ça veut dire qu'un sutra, c'est comme, on dit un phare en français? Un phare. Un phare. Alors, si ça c'est le sutra, ça c'est l'enseignement du yoga. Et nous sommes tous vivants, voyageons dans la vie. Et la vie, c'est un océan. Nous regardons le sutra. Nous regardons l'enseignement, le principe du yoga. Aujourd'hui, je me trouve ici, dans le parcours de ma vie. Peut-être que demain, je serai dans une autre perspective. Voilà. Et quand je regarde l'enseignement, chaque fois, il m'informe relativement d'où je viens, d'où je suis. Ça fait trop. Ouais. Alors, tout ça, c'est pour dire que je ferai de mon meilleur pour le rendre clair en français. Mais nous travaillons ensemble pour que c'est clair pour tout le monde. Ça va? Alors, c'est ma première. Certaines personnes, j'ai déjà rencontrées dans les cours, mais j'aimerais bien connaître vos noms. Ça va? Alors, je suggère que nous nous mettons debout. Et aujourd'hui, une des choses qu'on va partager, c'est une pratique du yoga qui s'appelle le kirtan. Dit kirtan? Kirti. Kirti, ça veut dire la gloire. Yeah? The glory. Alors, is it not a glorious thing to be alive? C'est une chose très glorieuse d'être vivant, non? Une belle journée comme ceci à Belleville, c'est glorieux, non? D'être vivant. Est-ce que tu as jamais oublié comment c'est glorieux d'être vivant? Ça peut se passer, ça peut arriver, non? Alors, tous les pratiques de yoga, c'est pour se rappeler. Yoga is a remembering. Yeah? All of the members of the gang of our being, tous les membres de l'ensemble de notre être, certaines fois, nous laissons qu'ils se perdent un peu. Une partie de nous, c'est par là. Une autre partie, c'est par là. Ça peut arriver, non? Vous le connaissez, cette chose, non? Peut-être un jour, vous allez vous coucher et vous dites, ah, demain, je vais faire A. Oui, mais quand vous vous réveillez le lendemain, la personne qui est allée au lit, ah, demain c'est A. Vous vous réveillez, ah non. C'est des nuits, même, oh, ah non, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne reconnaît pas du tout de ce que je parle? Alors, ça peut arriver que nous nous oublions, hein, et nous nous laissons comme déchirer un peu, si on peut dire comme ça.
Quand je dis déchirer, c'est un exemple de ce que j'avais dit avant, que mon français n'est pas assez nuancé pour le rendre dans une manière très subtile. Non, mais vous me suivez? Alors, le yoga, c'est pour rappeler, pour réunir toutes les parties de nous-mêmes, tous les membres du groupe de l'individu que nous sommes. Ça fait sens? Alors, toutes les techniques du yoga, ce sont des manières, des moyens pour inviter que tous les membres, toutes les parties de nous-mêmes, ils se rassemblent, ils se réunissent. Ouais? Et quand ils viennent tous ensemble, c'est bien. Alors, vous avez eu une expérience dans la vie où votre mental est par là, et vos paroles sont ici, et vos actions sont dans un autre endroit. Ouais. Comment ça se passe? How does that feel? Ça c'est comment? Distorted, scattered, dispersé. Ça sent bien? Est-ce qu'on cherche cette sensation-là? Non. Est-ce que vous avez aussi connu des moments dans lesquels la pensée, la parole et l'action sont toutes unies? Ils sont une chose. Oui? Et ça, comment ça se sent? Vivant. 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 Autre parole? Magie. Aligné. Et quand c'est aligné, cette expérience de magique et la vie magique, ça, nous pouvons le savourer plus facilement. Ouais? Alors, toutes les techniques du yoga, ils sont créés, désignés pour faciliter que nous expérimentons la richesse, la magie d'être vivant, que nous pouvons oublier ou ignorer. Ça fait sens? Alors, une pratique qu'on va faire aujourd'hui, c'est la pratique du kirtan. Et le kirtan, pour le pratiquer, nous utilisons le son et le chant. Et c'est une pratique très, très belle, c'est très simple. Les grands rechercheurs de la tradition yogique, ils ont reconnu que nous ne vivons pas dans la voûte, on dit ça, avec emptiness, dans la vide. Dans la vide, nous vivons dans un champ qui est rempli de vibrations, de sons. Ouais. Et quand on utilise le chant et le son, ça peut créer un équilibre, une harmonie très directement. Parce que le son n'est pas limité. Il pénètre, il pervade. Oui? Alors, nous allons faire une pratique qui recrute, qui invite le corps, l'énergie, le mental, les émotions, les sens, les pouvoirs de nos sens, et leur invite tous à participer dans une manière unie. OK? Alors, quand on fait une pratique, qui vient au cours de la fin de Ashtanga Yoga? Tout le monde, ouais. Presque tous, ouais. Alors, quand vous faites cette pratique, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la respiration. On observe. On invite que la respiration soit nourrissante et qu'il nous soutient. Ouais? Alors, et puis, on écoute la qualité de la respiration. Le drishti. Alors, on invite tous les pouvoirs de nos sens à participer dans une manière alignée, rassemblée dans le moment présent, le moment qui s'évolue. Ouais? Et avec le corps, on utilise les pouvoirs physiques pour nous aider à être plus présents dans le monde. C'est vrai? Oui. Alors, quand on chante, on fait la même chose, sauf que quand on chante, c'est presque impossible de résister l'expérience du yoga. Parce que si on se donne l'opportunité de chanter librement, sans inhibition, qu'est-ce qui se passe? Quand on chante, c'est quelque chose de mental. Il faut concentrer sur les paroles, la mélodie. C'est quelque chose de très sensoriel et très sensuel. Et il y a une qualité émotionnelle aussi. Alors, le physique, le mental, l'émotion, tout est invité ici, maintenant. Ouais? Et on va faire cette pratique ensemble. Et dans cette pratique, je vais chanter des noms et on va les répéter ensemble.
Alors, ceci, ce serait comme une répétition, une pratique. Alors, on va dire, we will say our names, et puis on répète tout ensemble. So, I'm James. James. Delora. Delora. Isabelle. Veneta. Manu. Sachi. Juanita. Juanita. Clara. Clara. Sabina. Sabina. Enrico. Yannick. Satine. Satine. Chantal. Suzanne. Suzanne. Martina. Martina. Daniel. Daniel. Raphaël. Anita. Anita. Valérie. Valérie. Elisa. Elisa. Birgit. Birgit. Miriam. Lia. Lia. Nathalie. Ali. Ariana. Elena. Charlie. Tatiana. Dimitri. Philippe. Philippe. Ariana. Ariana. Marc. Tina. Tina. Très bien. Tous ensemble. On va essayer. Oui, ok. Non. On dit ensemble avec rythme. Alors, de l'arabe. Peut-être tu peux nous guider dans le rythme. Ok, oui. Ça, parce que si en cours, ce serait trop difficile. Alors, on va le faire avec un rythme qui nous permet de rappeler le nom. Alors, on ne va pas faire James, Lara, Isabelle, Manu, Sakshi, Juanita. Ça, c'est trop vite. Alors, on va faire plutôt, ce serait plus comme Juanita. Oui, et un petit pause, non? Dans ce, on dit. Comme ça. Voilà. On n'a pas alors, notre prof de danse va nous guider dans la rythme et on va répéter les noms tout ensemble. Les pas courants, valsons. Il y a la valsons. James. Delar. Isabelle. Sachi. Monica. Clara. Sabina. Enrico. Yannick. Sarah. Raphaël. Alors, très bien. Maintenant qu'on s'est présenté, on va chanter ensemble pour commencer. Et on va chanter Ganesh. Dites Ganesh. Sharanam. Sharanam. Ganesh. Om. Gam. Ganapataye. Nama. Alors, on va chanter à l'énergie du yoga. Gana signifie groupe et aussi un membre ou une partie d'un groupe. Alors, les ganas, nous avons des ganas. Par exemple, nous avons nos sens, les pouvoirs des sens. Ouais? Nous avons nos capacités physiques, nous avons nos capacités mentales, intellectuelles, sensorielles, tous ces pouvoirs, tous ces membres, on va leur inviter à chanter et à jouer et à apprendre ensemble. Ganesha
signifie l'énergie qui peut réunir tous ces pouvoirs, qui peut réunir toutes les parties. Ouais? Alors, c'est l'énergie du nom. Sharanam signifie comme refuge. Nous trouvons notre refuge dans notre capacité, comme des êtres avec la conscience, de nous inviter dans une situation plus unie, plus rassemblée. Ouais? Et Om Gam Ganapataye Nama. Ce parole, Nama, qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites Surya Namaskar, oui? Alors, on va parler un peu plus de Surya Namaskar dans quelques minutes. Mais Namaha, Kara, le verbe faire. Je fais Namaha. Aham Namami. Nam, c'est comme s'incliner, s'orienter vers. Ouais? C'est comment. Ça se fait, ça c'est Namaha. Mais Namaha, plus largement, ça signifie s'orienter. Ouais? Alors, quand je dis Om Ganapataye Namaha, Ganapataye, c'est la forme dative dans la langue sanskrit de Ganapati. Et Ganapati, Ganesha, c'est la même idée, la même énergie, le même archétype, on peut dire. Ouais? If you don't know what Ganesha is, the chubby big man. Et we have ici, on a une représentation de ce qui est au-delà de la représentation. Alors, quand on chante comme ça, on chante à une idée qui est au-delà de la langue. Parce que nous chantons à l'idée, au principe de la totalité. Ici, nous expérimentons la différenciation, ouais, et la séparation. Je suis ici, je ne suis pas là. Ouais. Ici, c'est moi, et là, c'est quelque chose d'autre. Ici, c'est quelque chose d'autre. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Oui, nous avons toute cette expérience. Ouais. Ganesha, c'est l'énergie qui réunit. OK? Quand on dit Ganapataye, voyez, d'où vient ce son G? Ouais. G, c'est ici, non? G. G, dans la gorge. Ne. Dans le sanskrit, il y a différentes ne. Ce ne, la langue, ça va au-dessus. So, ge, ne. Ge, ne. Ge, ne. Ge, ne. He. He. He, c'est sur les lèvres, non? He. He, sur les dents. Ye. Ye. Où se fait le ye? I, c'est ouais, ça sort de la langue, non? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On fait ge, ne, pe, ye. Ganapataye. 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 Quand on crée ces sons, ces 5 positions d'articulation, ils envoient la vibration pour arriba, pour en haut, et ces vibrations, ils vibrent dans le cerveau. Et puis, de cette partie, the HQ of the cerveau, non, ils peuvent cascader, ouais, dans le reste du cerveau, qui est le reste du corps, avec le système nerveux, et ils peuvent irriguer tout le système avec cette énergie d'équilibre, d'alignement. Ouais. Alors, on chante et aussi on induit, dans une certaine manière, cette énergie parce qu'on stimule ces différentes parties du cerveau. OK? Chantons. Bien. Alors, pour
Ça, c'est pour... Alors, pour commencer, comme on va chanter ensemble, faisons initialement quelques sons simples. Je vais faire un son et nous le faisons tout ensemble. Together. Ganesha Shana Sharam Ganesha together. Ganesha Sharam Ganesha Sharam everybody. Ganesha Sharam Ganesha
Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam 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 Alors, nous prenons refuge dans notre capacité d'inviter nous-mêmes à être plus présents comme une totalité. Oui? Je pense que nous avons tout déjà avoué, que nous avons expérimenté des situations dans lesquelles nous nous sentons un peu comme déchirés, un peu dispersés. Oui? Tout le monde est d'accord? Oui? Ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire que nous sommes qualifiés pour pratiquer le yoga. Pour pratiquer le yoga, il y a 2 qualifications de base. La première, être né. Être vivant, être humain. Nous sommes ici, ok, déjà, très bien. La première qualification, oui. La deuxième,
c'est de reconnaître que je ne suis pas complètement intégré. De reconnaître que je ne suis pas encore uni au maximum qui sera possible. Que je suis, dans un certain sens, déchiré. Que dans un certain sens, je ne me connais pas au fond. Ça va? Tout le monde est qualifié? Oui. Parce que si, par exemple, une soirée, une nuit, on va se coucher avec l'intention, demain ce serait A, mais le matin, non, je vais faire quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça me montre? Je ne suis pas totalement unifié. Certaines fois, certaines parties de moi-même elles sont plus prévalentes, plus dominantes que d'autres. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous connaissez l'enseignement du Bhagavad Gita? Vous avez entendu parler? Alors, Bhagavad Gita. Qu'est-ce que ça veut dire, les paroles? Gita, qu'est-ce que ça signifie? Chanson ou chant. Et Bhagavan, c'est un mot qui signifie la totalité. Alors, dans cet enseignement, dans cette conversation, Krishna, qui est le professeur, l'enseignant, il nous indique le moyen pratique de yoga pour faire chanter tout le terrain, pour transformer dans un chant harmonieux ce chant que nous expérimentons des fois comme déconnecté, comme non, pas en désaccord. Oui? Et où se passe cet enseignement du Bhagavad Gita? L'enseignement, où est-ce que la conversation a lieu? Juanita, j'aime très bien ta réponse. Oui, très bien. Alors, déjà, vous avez déjà compris. Mais quand on regarde le texte et l'histoire, où se passe la conversation? Sur un terrain de bataille, on un battlefield, ouais? Un champ de bataille. Et certaines fois, les personnes ils voient cet enseignement et ils disent, mais le yoga, il ne s'agit pas de la paix, non? On chante, il chante, il chante. Pourquoi alors l'enseignement sur un terrain de bataille? Non, j'ai eu assez de batailles. Je ne sais pas, moi, quand j'étais gamin, j'ai lu, pas la totalité, mais une grande partie de ce texte qui s'appelle la Bible. Ouais. Et à un certain moment, j'avais 10 ans, j'avais lu comme 50% du Old Testament, la première partie, non? Et je suis arrivé à un point, et non, déjà, c'est assez. Encore une bataille, encore une liste de noms. Je vais lire, je ne sais pas si vous connaissez en Suisse, Roald Dahl. Je laisse la Bible pour un moment et je vais à Roald Dahl pour une histoire différente. Champ de bataille, liste de noms. Alors, quand dans mes années 20, je suis en période de découvrir le yoga et je demande pour Noël, ma famille, qu'est-ce que tu veux pour... j'aimerais bien une traduction du Bhagavad Gita. Le 25 décembre, qui est le jour quand on ouvre les cadeaux en Angleterre, j'ouvre une traduction du Bhagavad Gita. C'est le 25 décembre. On a échangé des cadeaux. Les préparations pour le repas sont toutes en cours. Qu'est-ce qu'on fait? On joue avec ces nouveaux jouets, non? Avec les nouveaux cadeaux. Alors moi, I leave the room. Je quitte, je vais dans ma chambre et j'ouvre mon livre. Chapitre 1. L'introduction. Je prends directement. Et le premier chapitre du Bhagavad Gita, qu'est-ce que je rencontre? Une champ de bataille et une liste de noms. Et je me dis, encore une fois, mais qu'est-ce qui se passe? Mais fortunément, quelques semaines après, j'ai eu la possibilité d'étudier le texte avec mon maître de l'intérieur de la tradition indienne. Et dans la première séance, première classe, il nous a demandé, j'ai dit, c'est pas son nom, James, est-ce que tu as jamais fait quelque chose qui n'était pas dans ton propre intérêt?
Oui. Est-ce qu'il y a un jour de ta vie qui s'est passé quand tu n'as pas fait quelque chose qui n'était pas dans ton propre intérêt? Qu'est-ce que je réponds? Non. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a une bataille ici. Ici dedans, il y a une bataille. Ici dedans, il y a des grands champs inconnus. Il y a des champs ignorés. Et comme il y a toutes ces parties du champ, de mon psyche, de mon monde intérieur que je ne connais pas, c'est très facile, qui peuvent être dans une situation de désaccord parce qu'ils ne se connaissent pas très bien. Est-ce que vous pouvez reconnaître cette situation? Alors ça, c'est la réponse de Pranita. Où se passe le Bhagavad Gita? Ici. Ceci, c'est le terrain de bataille. Ça fait sens? Et le jeu du yoga, c'est de transformer le champ de bataille dans une piste de danse, dans une salle de l'orchestre, avec où tous les membres, tous les pouvoirs instrumentaux de notre être, sensoriel, nos capacités pour l'action, qui peuvent agir tout ensemble comme un orchestre qui a déjà fait les préparations. Alors, ils ont préparé une certaine capacité avec leur propre instrument, et puis ils se sont mis en accord. Si on va, par exemple, au théâtre et voir un orchestre, ce sont tous des experts, ce sont tous des virtuoses. Qu'est-ce qu'ils font avant de jouer le mouvement? Comment on dit? Ils prennent quelques minutes pour tonifier, non? Pour s'accorder. Alors, une manière qu'on peut considérer pratique du yoga, c'est de s'accorder tous les cordes, toutes les parties, tous les pouvoirs, tous les instruments de notre orchestre. Ça fait sens? Alors ça, c'est le yoga. Et ça commence quand on se rend compte, quand on admet, ah, je ne suis pas en accord. Quand je bouge dans le monde, je porte avec moi des tendances, des habitudes qui me laissent pas totalement accordé, pas totalement intégré. Ça fait sens? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on commence le yoga? Pourquoi les gens viennent au yoga? Quelles sont les motivations? Quelle est la raison pour laquelle une personne vient au yoga? Différentes raisons, certainement, une millier de raisons. Quand on rentre dans les textes du yoga, ce qu'on trouve, c'est une grande capacité des maîtres de la tradition de réduire des milliers de choses dans certains principes clés. Alors, on pourrait dire, je suggérerais qu'il y a deux motivations pour lesquelles les gens font le yoga. Bien. Le bien-être, alors je dirais la douleur et le désir. Quelque chose nous fait mal et nous voudrions que ce soit différent. Nous avons un désir que ce soit différent. Il y a quelque chose qui nous fait de la peine. Oui? Alors, toutes les autres motivations, on peut les inclure là. Oui? Alors, je me rends compte qu'il y a quelque chose dans ma vie qui me donne la peine. Qu'est-ce que je veux? Je voudrais le changer. Vous êtes d'accord? Et peut-être votre ami a déjà, par exemple, votre ami et lui, elle viennent au cours de développement. Et avant, cette amie, elle avait mal au dos. Et quand elle allait travailler dans la grande compagnie, le boss, le chef, ce chef, certaines fois, il sait juste comment, il sait press the button, comment dire en français, il sait juste, ouais. Et créons un nom pour cette amie, comment elle s'appelle? Joe. Joe, ok. Et Joe? I like it, non-binary. Et Joe, elle est l'amie de quelqu'un d'autre. Et elle voit que son ami, qui s'appelle Joël, mais Joël, il a déjà pratiqué et lui, son dos lui fait plus mal. Et quand le chef fait son jeu de chef qui n'est pas le meilleur, Joël maintenant, avant, il était vite à être en colère. Mais maintenant, c'est pas qu'il glisse dans le bureau comme un ballerin, mais il a un certain espace. Il ne réagit pas de la même manière.
Alors Joël, mais Joël, je peux te demander, qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce que dans les années précédentes, quand il faisait ça, toi comme moi, nous avions des difficultés à contenir la colère. Et je vois que ta posture, ça change et tu bouges plus facilement. Et Joël, viens. Je vais. Et j'ai commencé aussi. Un soir, en faisant rien, pendant combien de temps? J'ai fait une demi-heure le matin. Quand je rentre le soir, une vingtaine de minutes. Tu passes une heure de ta journée, s'assis, faisant rien. Oui. C'est la magie. C'est parce que j'ai fait rien. J'ai fait quelque chose. Je n'ai pas pu me mettre en parole. Ça, c'est les choses avec le yoga. Il faut que tu expérimentes. Tu peux venir à son cours. Je t'inviterai. Et Jo, elle aussi, elle vient. Et elle aime bien les cours, elle continue. Et après 3 mois, comment va le dos? C'est magique, le yoga, c'est magique. Et elle est là au travail. Et le boss, le chef, il fait son jeu. Et quand elle rentre à la maison ce soir, Joe se rend compte, hein, je n'ai pas réagi comme j'aurais réagi il y a 3 mois. Tu peux imaginer une telle situation. Et qu'est-ce qu'elle pense maintenant du yoga ce jour? C'est magique, non? Ouais. Alors imagine que la bouteille, c'est le yoga. Joe, maintenant, elle a découvert au yoga. Je me sens autant de gratitude que je t'ai rencontré. Tu as changé ma vie. Maintenant, how do you say I will cherish you? Je vais te chérir. I will keep you close. Je vais te sauvegarder proche. Maintenant, nous allons nous balader dans le monde ensemble. Et avec ton soutien, ma vie sera différente. Ah, je suis ravi. Comment j'ai jamais vécu ce moment? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une douleur qui nous peinait et il y avait un désir de changement. Avec l'aide, le soutien du yoga, un changement s'est passé, une évolution a eu lieu. Et nous sentons autant de gratitude pour lui. Mais le changement qu'on a voulu, c'était quelque chose que, au niveau superficiel de notre mental, nous savions déjà que nous voulions vraiment changer. Nous voulions être libres du mal au dos. Nous voulions être libres de l'habitude de réagir dans une manière fâcheuse au travail. Oui. Et nous savions clairement, dans tous les niveaux de notre psyché, que nous voulions changer. Oui. Et on a fait le changement. Et qu'est-ce qui se passe? Le système, le champ, dans son intelligence profonde, c'est reconnu. Le jeu d'harmonisation, nous sommes entrés. Ça a commencé. Et qu'est-ce que le système fait dans son grande sagesse? Le système fait monter aux surfaces les prochaines choses à intégrer, à accorder, à harmoniser. Oui? Mais cette fois-ci, c'est quelque chose ça émerge des profondeurs. Et ce n'est pas des choses que je voulais changer. C'est quelque chose que je préférais pas regarder. Ouais. Tu peux imaginer? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je voulais toujours essayer de pilater. Mais une fois vu, on ne peut plus ignorer. Oui? Alors le yoga, c'est là. Ce pouvoir magique est entré dans notre vie. Nous avons expérimenté une transformation et nous ne pouvons plus le nier. Oui? Alors le yoga, c'est toujours là. Et nous ne pouvons pas l'ignorer. Oui? Même si le yoga, c'est doux et c'est encourageant dans la subtilité et l'équilibre, ça fait du et nous ne pouvons plus l'ignorer.
Oui, c'est ce qui se passe. Alors, avec la pratique, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons l'accord, l'équilibre dans ce champ. Ordinairement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe dans le mental, dans la vie quotidienne, la vie moderne? Nous avons autant de stimuli, non? Et le niveau superficiel de notre champ psychique, de notre mental, c'est très actif. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on doit s'occuper dans la vie de. C'est vrai? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense, ah, si seulement j'avais quelque chose à faire? Il y a tellement de choses qui nous appellent, non? Nous avons des choses à faire. C'est vrai? Alors, le niveau superficiel du mental, du psychique, c'est très animé. C'est actif. Vous êtes d'accord? On pourrait dire que c'est agité. Oui? Et agité dans plusieurs sens en même temps. Alors, dans le système indien, ils emploient une image très très beau. Et je pense que vous pouvez tous relationner facilement avec cette image. C'est l'image, vous savez, dans le lac. Alors, normalement, quand je donne cet exemple, il faut que nous faisons un exercice d'imagination pour voyager au bord du lac. Alors, nous nous approchons de là. Je suis seulement quelques jours ici. Quelle beauté! Chaque fois que j'y vais, c'est différent. Ouais. Chaque fois, c'est différent. C'est toujours en mouvement. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Notre mental, notre psyche, non? Alors, si nous allons auprès du lac, et il y a le vent, et le vent fait ruisseler la surface du lac, et nous regardons dans l'eau propre du lac de Julien, du lac de Lévé, à quelle profondeur nous pouvons voir si c'est très agité, s'il y a des petites ondes partout. Les ondes, on ne peut pas voir profondément, on peut pas voir, on voit seulement la surface. Alors ça, c'est, yoga nous explique, c'est comme ça dans notre mental, au jour le jour, quand nous sommes pris avec toutes les concerns de notre vie quotidienne. Ouais. Alors c'est tellement agité, d'où la, how do you say, Dynamique. Il y a des rafales avec le vent, tous ces mouvements, tout ce dynamisme. On ne peut pas voir, on ne peut même pas reconnaître, percevoir la profondeur. Ça fait sens? Alors, nous allons au bord du lac et nous disons, mais lac, mais ciel, ce James qui est venu de l'étranger pour nous parler pour dire cette image, il a besoin d'un lac plein. Alors, au vent, bon, vous pouvez nous aider. Et là, on dit, OK, je vais au lac de Como. Je vais faire un saut dans le sud, lac de Como aussi, et je vous laisse en tranquillité pour avoir quelques moments avec le lac. Hier, je suis sorti le matin, c'était c'est raflé, ouais, it's all like ripple. Et puis, dans le soir, je suis sorti nouvellement, et c'était tout plat. Et je vais au bord du lac et je regarde dans l'eau. Qu'est-ce que je vois? À quelle profondeur? Je peux voir jusqu'au bout. Mais maintenant, le lac du champ de mon mental, de mon champ psychique, je m'approche, je fais de la méditation. Qu'est-ce que c'est la méditation? Méditation, meditar, estar en el medio, être avec le centre. Ça, c'est la méditation. La méditation, c'est la pratique de retourner au centre. Alors, quand je fais la pratique de retourner au centre, pas à pas, petit à petit, le mental, le champ psychique, le vent s'adoucit et la surface devient de plus en plus calme. Oui. Alors maintenant, je m'approche et je regarde dans le lac, qu'est-ce que je vois? Maintenant, à quel niveau je peux voir? Beaucoup plus profondément. Peut-être je peux voir the depths, les profondeurs. Peut-être je vais, c'est a glimpse. Je vais apercevoir un centime de la lumière qui réside dans la grotte plus profonde de ma conscience. Peut-être. Mais
je m'approche, je regarde dans le lac, là, qu'est-ce que je vois? Je vois ma propre réflexion. Ouais. Alors, peut-être, j'ai pas une route sans obstacle au bout, aux profondeurs. Qu'est-ce qu'il y a entre la surface et la profondeur? Peut-être à l'œil, on ne voit pas très clairement, mais imaginez notre lac. Qu'est-ce que nous voyons? La surface s'est tranquillisée. Et maintenant, je peux voir beaucoup plus profondément. Et qu'est-ce que je vois? Il y a autant de déchets, autant de pollution. Mais qui l'a mis? C'est moi. Moi, j'ai accumulé tous ces déchets, toutes ces choses qui ne me servent plus, toute cette pollution. J'ai permis que toutes ces idées polluées, conditionnées, partielles, se sont installées dans le réseau sous-bas des grottes de mon psyché. Ça fait sens? Ouais. Et c'est pas seulement la pollution dans les grottes souterraines, sous la grotte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces grottes? Dans la chambre profonde de mon psyché? Qui y réside dans les grottes, dans les histoires mythologiques? Les monstres. Alors, j'harmonise le niveau superficiel de mon mental. Mais qu'est-ce que et puis je vois toute cette all of this rubbish, toute cette pollution, et aussi ces monstres. Oui, qu'est-ce que j'aurais cru, non? Mais une fois vu, je peux plus ignorer. Alors je me constate, il y a des monstres qui vivent ici de nous. Qu'est-ce que je peux en faire? Parce que ces monstres qui vivent dans les grottes, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces grottes? Qu'est-ce qu'ils ont avec eux? Les trésors. Une grande qualité. Ouais, dans ces grottes, c'est pas que des monstres. Il y a des grands trésors. Et il y a aussi, je ne sais pas comment dire en français, maidens. Maiden, c'est la jeune femme qui n'est pas encore mariée, qui est The maiden, c'est elle elle est au point, elle est à l'âge où elle n'a pas encore, elle est au point de disponible pour. Oui, alors, the maiden, c'est elle qui est vierge. Alors, pourquoi? Parce que c'est la pureté. C'est la pureté, mais aussi pourquoi les dragons, les monstres dans ces histoires archétypes, ils ont les vierges dans leur grotte. Qu'est-ce que ça signifie? C'est comme nous. La Vierge, elle symbolise la pureté, mais aussi elle symbolise la capacité, oui, la fertilité, qu'elle porte avec elle un pouvoir, la profondeur duquel elle ne connaît plus encore. Ça fait sens? She carries with her, elle tient avec elle la capacité de créer quelque chose plus majestueux, plus beau, qu'elle n'aurait jamais imaginé. Et cette capacité, elle l'a devant elle. C'est pas quelque chose d'or, c'est quelque chose qu'elle a dedans, comme nous. Ça, c'est l'idée de yoga. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a des monstres. Il y a la capacité dans les êtres humains de faire des choses monstrueuses. Et aussi la beauté incroyable. Il y a les pouvoirs incroyables. Alors, le yoga et le champ de bataille, c'est le pas, le chemin d'intégrer nos vraies capacités. Les capacités qui résident ici. Le yoga ne nous demande pas de devenir quelque chose que nous ne sommes pas. Le yoga nous invite à devenir qui nous sommes vraiment. C'est clair? Oui. Alors, selon le yoga, who are we? Qui nous sommes selon le yoga?
qu'est-ce que c'est un être humain? Alors, dans le système indique, quand on regarde le monde, l'actualité ou la vie, dans le système sanskrit, ils aiment définir les choses. Et une des qualités caractéristiques des êtres humains, c'est ce qu'on dit en anglais conscience, la conscience. Alors, il faut que je précise ici parce que, alors en anglais, il y a conscience et consciousness. Alors, est-ce que vous connaissez Pinocchio? Pinocchio, comment il s'appelle en français, le petit ici? Pepito Grillo. Jiminy Cricket, yeah. Alors, Jiminy Cricket, ce caractère dans l'histoire de Pinocchio, c'est la voix de conscience. C'est la voix qui nous indique, ah oui, ça c'est le bon chemin. Non, ça, il ne faut pas le faire. Ça, c'est pas le bon chemin pour toi. Pour ton voisin, c'est parfait, mais c'est pas pour toi. Il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. C'est la voie de la conscience. Oui? Et du point de vue indique, cette voie, c'est plus facilement à accéder quand nous nous réunissons, quand toutes les parties sont en accord. Ça fait sens? Alors, quand nous nous mettons en accord, nous nous donnons la possibilité d'incarner notre essence, notre essentiel. C'est clair? Alors, le yoga, c'est le chemin pour incarner cette moyen d'être plus harmonisé, plus intégré. En réhabilitant la connexion avec cette voie de conscience. Ça fait sens? Et un des noms pour ça, en sanskrit, c'est dharma. Dharma. Alors, dharma, c'est une parole très intéressante. Au niveau nominal, dharma signifie la qualité intrinsique de quelque chose. Alors, un dharma de l'eau, c'est de couler, la liquidité. Oui? Un dharma d'un rocher, c'est la solidité. Oui? Et un dharma de l'être humain, c'est le don de conscience. Quand nous regardons la nature, nous voyons beaucoup de gourous, beaucoup de maîtres. Quand nous regardons la nature, nous voyons les choses qui s'incarnent, they embody their gifts fully. Le chien, même si ce chien, Dobby, est d'une personnalité un peu particulière. On ne voit pas les chiens qui essaient d'être des chats. Oui? Et on ne voit pas des chats qui essaient d'être des chiens. Oui? Mais on peut croiser des humains qui essaient d'être quelqu'un qui ne sont pas. Oui? Moi, quand j'étais jeune, j'ai étudié aussi l'italien. J'ai passé du temps en Italie. Et une fois, j'étais chez des amis dans l'automne et c'était le moment de la récolte des olives. Alors, c'est une grande fête pour célébrer et pour dire merci aux olives. Oui. La même année, avant, pendant l'été, j'étais là chez c'était dans les marchés, et j'étais là, il faisait chaud, j'étais avec certains amis, et il y avait un grand, c'est oak tree, la chêne, le grand chêne, et on est là, avec le tronc de la chêne, et il fait très chaud, et nous sommes, merci. À ce moment-là, l'olive, est-ce qu'il ressent la jalousie? Est-ce qu'il pense? Il ne m'embrasse pas, on remercie. Moi, je suis là, absorbant tous les dons du soleil pour qu'il puisse boire l'or liquide pendant toute l'année et pour cuisiner avec elle, non? L'olive ne veut pas être la chaîne. Oui? Puis, en septembre, octobre, quand ils font la récolte, il y a la plus grande fête de l'année. La chaîne n'est pas là. Je leur donne l'ombre dans l'été. Quelquefois, ils prennent mes bras pour créer leur maison. Ils ne font pas un grand fête pour moi, seulement quand ils me brûlent pour moi. Non, la chaîne ne fait pas ça. Non? La chaîne est contente d'être la chaîne. Ouais? Et l'olive d'être l'olive. Mais les êtres humains,
des fois, nous pouvons être moins que nous sommes. Ouais? Alors, le yoga nous dit, dans les Yoga Sutras, c'est très intéressant. Les premières qualités qui sont indiquées, qui sont essentielles pour la pratique du yoga, la première, c'est Shraddha, Shraddha. Et la deuxième, Virya. Alors, Shraddha, ça peut se traduire, par exemple, dans un moyen représentatif qui n'est pas, par contre, comment dire en français? La traduction n'est pas exacte. Ouais? Souvent, on dit foi, faith. Yeah? Mais si vous entendez le mot foi, qu'est-ce que vous en pensez? La religion. Quelquefois, les gens pensent croire en quelque chose. Ouais? Mais Shraddha, c'est la foi qui vient de l'expérience. C'est la foi qui vient de l'épreuve, d'une épreuve fidèle. Parce que si vraiment je voudrais découvrir si quelque chose marche pour moi, comme la méditation par exemple, il faut que je l'essaye d'un moyen fidèle. Ouais? Quand moi j'ai commencé à méditer, mon prof qui m'a introduit aux pratiques m'a dit, alors maintenant James, il faut que tu le pratiques pendant 90 jours sans interruption, 2 fois le jour. Si tu perds un jour, il faut recommencer de zéro. Pourquoi? Parce que comme ça, tu sauras 3 mois si ça fonctionne. Si tu le fais 3 mois de suite sans interruption, tu sauras déjà 3 mois, ce serait installé. Et tu sauras si c'est la technique pour toi ou non. Mais si tu le fais, je fais 1 semaine et puis je fais une pause, tu n'auras jamais eu l'opportunité de donner cette technique, l'opportunité de te transformer. Tu n'aurais pas de donner une épreuve fidèle. Est-ce que c'est clair? Ouais. Alors ça, c'est le Shraddha. Il faut essayer fidèlement avec discernement. Ouais? Mais si on n'a pas fait un essai fidèle, on ne saura jamais. Ouais? Et qu'est-ce que ça nécessite? Le courage. Ouais? Alors, la deuxième qualité, virya, dit virya. Alors, virya, c'est la qualité d'un vira. Alors, j'imagine que certains, vous connaissez déjà virasana ou virabhadrasana. Ouais? Alors, vira, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être, c'est un mot avec beaucoup de connotations. Alors, guerrier ou héros. Mais vira, une dénotation de vira, est aussi être humain. Ça veut dire héros ou héroïne. Ça veut dire peut-être un wrestler. Ça, c'est une connotation. Mais une dénotation est aussi être humain. Alors, la parole nous rappelle que pour être pleinement humain, il faut être courageux. Mais d'être courageux, ce n'est pas quelque chose qui est hors de nous. Nous avons tout le courage. Quand il y a un corps qui bat, nous avons le courage. Le courage, c'est de nous accorder avec notre conscience pour vivre en rythme. Ouais? Quand nous sommes en rythme, nous sommes plus forts. C'est vrai? Quand nous sommes en rythme, c'est plus facile à écouter la conscience et à suivre la conscience quand cette voie nous indique un chemin difficile. Est-ce que c'est vrai? Et le yoga, ça va nous indiquer, après une certaine période, des choix, des chemins qui sont des défis. Ouais? Parce que qu'est-ce que ça veut dire d'avancer dans le yoga? Avancer dans quoi? Avancer dans le yoga. Ça veut dire devenir plus intégré, plus équilibré. Et qu'est-ce que ça nécessite? Qu'est-ce que ça nécessite? Le changement. Ouais? Et les êtres humains, comment nous nous ressentons envers le changement? C'est quelque chose. Hey, bonjour, changement, bien. Non. Certaines fois, nous voulons le changement. Comme le mal de dos, et changement bien dans ma vie. Mais autrefois, non. Nous résistons au changement. Ouais? Alors, pour changer, il faut le courage. Ouais? Alors, le courage et la confiance en soi qui vient d'une épreuve, d'un essai, d'une application d'efforts fidèles, ça, on avance le chemin de transformation évolutive du yoga. C'est clair? Ouais?
Alors, l'idée, c'est que si nous sommes courageux, si nous sommes fidèles aux consciences, nous pouvons nous reconnaître. Nous pouvons reconnaître la profondeur de qui nous sommes vraiment. Ça, c'est le premier niveau. Est-ce que c'est un premier qui vous intéresse? Est-ce que ça vaut la peine d'essayer, d'explorer avec fidélité? Oui. Bonne nouvelle. Dans le Bhagavad Gita, Krishna, l'enseignant, le maître, il nous indique ce chemin, c'est votre responsabilité. Il n'y a personne d'autre qui peut parcourir le chemin pour toi. Le chemin du yoga, c'est très wide, large, c'est inclusif. Certaines personnes, ils rencontrent un système, une tradition, une technique, et ils disent, ah, j'ai trouvé la technique parfaite. Peut-être pour toi. Mais la technique qui est parfaite pour une personne peut être pas très utile pour un autre. Le système indique, c'est très pratique. Il reconnaît que toutes les choses dans l'existence, ils peuvent être la médecine et ils peuvent être le poison. Oui? Poison, veneno. Yes? So, tout peut être médicament ou poison. Ça dépend de l'individu. Ça dépend de la constitution. Ça dépend de la situation. Et ça dépend du dosis. Ouais? Alors, la même technique, le même principe, le même appui, ça peut être un médicament un jour et un poison un autre jour. Oui? Alors, le chemin du yoga, c'est très inclusif. Mais il faut le parcourir dans un moyen authentique, un moyen qui nous invite dans plus d'harmonie. Alors, la discipline de yoga, il ne s'agit pas de faire la même chose tous les jours, externe. La vraie discipline, c'est de se demander si notre moyen de nous comporter, notre moyen d'investiguer, nous guide vers plus d'intégration ou non. Et ça demande la présence et l'honnêteté. Ouais? C'est clair? Alors, ce voyage à notre être plus profond, qu'est-ce que c'est cet être plus profond? Alors, les rishis, ça veut dire quelqu'un qui voit, les grands rechercheurs de la tradition, ils l'ont décrit dans les Upanishads dans différentes manières. Les Upanishads, c'est un corps textuel qui est une sorte très importante pour les gens. Et une manière qu'ils ont décrit la totalité, ce qui est au-delà de la définition. Ils l'ont défini comme être Sat, Chit et Ananda. Répétons ces paroles. Sat, Chit, Ananda. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Sat. Sat, ça vient du verbe as en sanskrit, et on peut voir la correspondance avec les langues latines. Hein? Essere, ser, être. Alors, sat, ça veut dire que ça existe. C'est réel. C'est vrai dans le sens qu'il existe. Et ça, c'est une définition de la réalité, de l'existence, de la conscience dans laquelle nous existons. Et c'est aussi, selon les rishis, une définition de nous-mêmes. Alors, jusqu'à maintenant, sat. Je suis. OK? La définition, c'est valide. Ouais? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez l'expérience? Je ne suis pas. Non. Même si je pense que je ne suis pas, non. Si tu as l'expérience que tu n'es pas, il faut que tu sois là pour l'expérimenter. Je suis. Oui, nous sommes d'accord? Oui. Deuxième chose, chit. Chit, ça veut dire conscience. Est-ce que nous sommes conscients? À un certain point, si j'ai l'expérience d'être, il faut que je sois conscient. Ouais? Alors ça, chit. Oui. Troisième chose, ananda. Alors, nanda. Ananda. Ananda. Ah, Nanda, Ananda, Ananda, Ananda,
c'est pas la même. Un an et un an, c'est différent. Yeah. Ça sonne différent. Non? Alors, nanda, ça veut dire fils, fille, the child. Non? Ça veut dire aussi joie. Quand on a un enfant, c'est la joie. Non? Et ananda, ça veut dire son enfant, son joie, différent de joie. Comme le joie n'est pas exactement, c'est not really joy, childless, ouais, c'est clair. Mais ananda, c'est une joie qui est toujours pleine. C'est au-delà des forces opposées. C'est pas la joie et le deuil, ouais? C'est la joie qui est toujours pleine. C'est clair? Alors, Sat, oui, je suis. Chit, oui, je suis conscient, plus ou moins. Ananda. Je ne sais pas, mais ce matin, même, cette semaine, je suis accommodé dans un logement très agréable, dans une ville très agréable, très pranique, au bord du lac. Mais même dans un environnement tellement agréable, ce matin, je ne me suis pas réveillé avec la reconnaissance de moi, mes entours et tout le reste de l'existence comme un champ scintillant de joie. Et vous? Alors, qu'est-ce que je fais? Cette définition de notre profondeur et de la réalité, je la jette de la fenêtre? Non, non. Pourquoi non? Parce que même si cette joie, cette totalité n'est pas mon expérience uninterrompue tout le temps, nous avons déjà reconnu que certaines fois dans la vie, nous expérimentons d'être déchirés, d'être dans un mésaccord. Ouais? Mais aussi, à certains moments, est-ce que tu as expérimenté la pensée, la parole et l'action sont unies? Et comment ça se sent? Magique, c'est une des paroles qu'on a dit, alignée, vivante. Ça, c'est la joie. Et quand je sens ce genre de joie, qu'est-ce qui se passe? C'est pas que je suis comme, mais d'où est venue cette sensation de joie, tellement joyeuse? Non, c'est pas comme ça. C'est étrange. Non, c'est pas comme ça. Non, qu'est-ce qui se passe? Ça sent comme je suis retourné chez moi. Ouais. Ça sent, il y a quelque chose de familier. Vous êtes d'accord? Alors ça, c'est l'indication que cette définition, c'est valide. Il y a quelque chose de nouveau. Et dans le système indique, il y a comme un proverbe, ça s'appelle un subhashita. Manasyekam vachasyekam karmanyekam mahatmana manasyanyat vachasyanyat karmanyanyat turatmana. Et ça veut dire que quand le manas, quand la pensée, le royaume du mental, du psyché, et le moyen de la prononciation, de l'expression, de la communication et de l'action, quand ils sont unis, ça c'est un mahatma. Ça c'est une grande âme, une âme en expansion. Et est-ce que c'est vrai? Quand nous sommes en accord, quand nous sommes harmonieux, alignés, nous sentons plus expansivement. Pourtant, quelqu'un qui a une pensée qui est là, la parole qui est là et l'action qui est là, comment ça se sent? D'où ça c'est là, la souffrance. Oui. Alors, nous pouvons le reconnaître. Alors, le yoga nous invite à encourager, à promoter plus de cette cohésion, cette cohérence. Oui. Et l'idée, c'est que cette cohérence, c'est une capacité innée de l'être humain. Ouais. Nous ne devons pas devenir quelque chose que nous ne sommes pas. Alors, nous nous mettons debout pour l'instant. Est-ce que c'est vrai que nous sommes constitués des éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace? Oui. Il y a une partie de terre, non, solide. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a une partie liquide? Quand j'étais à l'école, ils m'ont dit quel pourcentage?
70, même. Ouais. Juanita, tu êtes de l'Argentine, hein? Argentine, 70. Angleterre, 70. Il y a quelques variations. Une fois, je présentais en Inde, il y avait une femme de Mexique. Non, 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 90. Elle s'appelait Nayeli. Nayeli, mais vous êtes des Mexiques, ça fait très chaud, alors il faut être plus. Mais alors, 60, 70, 40, un grand pourcentage d'eau. Vous êtes d'accord? Non. Oui, oui, et on dit qu'au niveau des molécules de notre physique, c'est très, 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 très élevé. Mais les larmes, la sudeur, le son de la vie nous indiquent que nous avons une partie d'eau. Vous êtes d'accord? Alors, l'eau, qu'est-ce qu'il nécessite? Qu'est-ce qu'il nécessite? La fluidité. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans le monde moderne? Nous allons à l'école, ils nous mettent dans des instruments de torture, des chaises, non? Pour stagner. Mais ça, c'est un autre topic. Est-ce que nous avons du feu? Oui. Est-ce que tu l'as annoncé? Non, le feu, ça n'est pas des êtres humains. Ouais. Vous avez déjà mangé. Quelle abondance. Je me souviens, c'était Nico Philippe qui m'avait dit, ah, quelle abondance, c'est encore incomparable. Mais qu'est-ce qui est aussi incomparable dans le monde? La capacité des êtres humains d'unifier, de réconcilier des choses qui semblent être impossibles à réconcilier. Parce que nous avons du feu dedans. Ce n'est pas une flamme, non? Nous avons un feu dedans qui digère, qui transforme. Maintenant, normalement, si nous mettons l'eau et le feu ensemble, qu'est-ce qui se passe? Ok, on perd l'un l'autre. On met l'eau sur le feu et le feu, non? Ou on met le feu sous l'eau et on n'a plus d'eau. Ouais. Mais ici, avec l'air, avec l'espace, ils vivent tout ensemble. Si je vais au bord de la mer et je prends une verre d'eau, il paraît clair, mais il y a du sable dedans. Les premières secondes, il paraît l'eau claire. Et donc, après quelques secondes, qu'est-ce qui se passe? Le sable, ça va. Maintenant, nous sommes debout depuis combien de temps? Plus d'une minute? Alors, mais quand je regarde, par exemple, non? Ok, je regarde toutes les personnes. Regarde, les cheveux de Valentin, ils disent tout là. C'est pas que les cheveux sont allés au pied. Puis, je regarde, Marc, je peux plus voir son visage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons une capacité immense de réconcilier des choses qui sont très difficiles à réconcilier. C'est incroyable. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace, ils vivent dans une harmonie extraordinaire, exquise, non? Est-ce que vous connaissez The Transformers? Comment il s'appelle en français? Transformers, ok. Alors, quand j'étais petit, j'avais un ami qui vivait dans la même rue, Adam, et Adam, il avait tous les meilleurs jeux. Il était le seul du banlieue qui avait des Transformers. Et le Transformer, c'est un jouet, je ne sais pas si vous en connaissez, c'est un bâtiment et puis on le transforme dans un robot. Ou c'est une voiture et on le transforme dans un... C'est un avion et on le transforme. Et quand on transforme de bagnole à robot ou de bateau à robot, qu'est-ce qui se passe? On ne dommage pas le jouet. On ne détruit pas le jouet. Ça transforme dans quelque chose qu'il est déjà. Est-ce que c'est clair en français? Et en même temps, quand j'étais enfant, il y avait à la télé une bande dessinée des Transformers. Et la musique, c'était Transformers, Robots in Disguise. Alors, je vous propose Human Beings, Yogis in Disguise. Nous sommes des yogis déguisés. Parce que déjà, notre existence physique nous démontre une capacité incomparable
à réconcilier des choses qui sont très difficiles à réconcilier. Ils vivent tout ensemble. Alors, on peut regarder dans le monde et on peut penser, ah, les êtres humains sont des experts dans le conflit, dans la division. Peut-être, mais nous avons aussi des grandes capacités pour la réconciliation. Ça fait sens? Ça, c'est une autre des grands aspects de la symbolisme de Ganesha. Si vous voyez Ganesha, C'est facile pour la lumière, c'est clair. Mais alors, avec la lumière, il a la tête d'un éléphant. Il a le corps d'un garçon. alors, normalement, si on prenait la tête d'un éléphant et on la mettait sur le squelette d'un garçon, il y a un squelette là-dedans, non, dans notre salle. Oui. Vous avez vu le squelette? Oui. Et je ne sais pas, moi, quand j'étais gamin, j'étais allé au musée de Natural History à Londres. Et quand tu rentres, il y a des squelettes, des dinosaures, des mammouths, non? Et aussi d'un éléphant. Alors, on prend la vertèbre cervique d'un éléphant et on la met sur un squelette. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est écrasé, oh, ça tombe. Mais Ganesha, il bouge facilement, il est très, graceful. Il aime danser, ouais. Ouais. Il aime les choses douces, il like sweetness. Il bouge facilement. Alors, sa forme nous rappelle qu'avec le yoga, les choses qui semblaient impossibles à réconcilier peuvent être réconciliées avec la pratique. Qu'est-ce que nous expérimentons quand nous pratiquons? Nous nous invitons dans une situation plus unie, plus cohérente. Et quand nous sommes plus unis, plus cohérents, qu'est-ce qui se passe avec notre capacité? Ça s'élargit. Voilà. C'est vrai? Vous êtes d'accord? Alors, quand nous pratiquons, nous nous rapprochons de nos vraies capacités. Et le yoga nous indique que si nous employons, si nous travaillons avec ces capacités, nous pouvons nous réunir avec notre essence. Notre essence qui est le même que l'essence de tout, qui est la conscience qui permet l'existence même, qui est symbolisée en plusieurs manières, inclut le soleil. Le soleil qui, comme être humain, est notre meilleur ami. Vous êtes d'accord? Sans le soleil, sans la terre, nous n'avons pas cette vie. Ouais. Alors le soleil, c'est notre meilleur ami et c'est la source de la vie pour nous qui sommes terrestres. Ouais. Alors quand nous faisons Surya Namaskar, nous inclinons, nous nous orientons vers la source de l'existence avec conscience, avec gratitude. C'est comme une prière incarnée de gratitude pour la vie, pour nous rappeler la gloire d'être existant, d'être vivant, d'avoir cette capacité à reconnaître qui nous sommes vraiment. C'est clair? Oui. Alors, nous allons chanter notre chanson. Nous allons chanter un autre archétype, Ram, Ram. Ram, Ram, Sita, Hanuman, Shri Lakshman, Bhagavan, Shai, Hare. Very good. Alors, Ram, peut-être que vous avez entendu parler, Ram. Ram, c'est un personnage dans la mythologie indique très intéressant. Il est l'enfant aîné de sa famille. Et sa famille, c'est la famille royale. Yeah, the royal, et c'est la maison royale du soleil. Alors, Ram, c'est l'enfant aîné de la famille royale du soleil. Et Ram, c'est un symbole de l'être individu humain, de l'âme individu. Quelle est son destinée?
comme l'enfant aîné dans la maison royale du soleil. D'être le roi. Autrement dit, de prendre sa place sur le trône, l'asana, de la réalisation, de la conscience. C'est clair? Et le Ramayana, c'est une grande aventure. C'est son aventure pour se réaliser, pour devenir lui-même. Et il doit faire un grand aventure. Et dans cette aventure, il y a beaucoup de personnages clés, inclus Sita, son aimé, sa mari, sa femme, Lakshman, un de ses frères, Hanuman, qui est son meilleur ami, son dévot, et Bhagavan signifiait la totalité de tous ces aspects. Alors, on pourrait faire un cours de 200 heures sur le Ramayana et on aurait juste commencé. Mais au niveau très distillé, Brahma, nous chantons à la lumière qui est entre nous. Sita, c'est l'aspect de cette lumière dans notre individualité, le discernement, on pourrait dire. Hanuman, c'est le fils du vent. Alors, c'est un être du prana. Comme nous sommes des fils, des filles de la terre, du soleil et du vent, de la respiration. C'est vrai? Nous sommes des êtres. We are doing this, no? We are breathing and our heart is beating. Without the breath, sans le prana, sans la souffle de la vie, nous ne vivons pas. Oui? Alors, Hanuman, il signifie la mise en jeu du prana au service de l'âme et de son intégration. C'est clair? Et Lakshmana, c'est le frère de Rama. Laksh, en sanskrit, ça signifiait... Lakshmana, c'est comme une caractéristique distincte de quelque chose. Alors, Lakshmana, c'est la capacité de discerner quand les choses... Parce que la vie nous offre autant de possibilités. Il faut le discernement. Alors, pour devenir assis, établi sur l'asana de nous-mêmes, il faut qu'on emploie notre force vitale dans une manière discernante qui nous aide à être plus et plus clairs, plus et plus harmonieuse, plus et plus intégrés. Parce que quand Rama est avec Sita, ça c'est l'intégration. Est-ce que c'est clair? Plus ou moins? Chantons? Ouais. Alors, c'est dans la même feuille qu'avant. Et yes. It's this one. Le côté de Ganesha, mais... Alors, les paroles, Hare Ram, Hare Ram, Sita Ram, Hanuman, Shri Lakshman, Bhagavan.
Sitaram, 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 Shri Lakshman, 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 Shri Lakshman,
Chantons notre chanson around. C'est la même feuille, tout au bout. Ayodhya, Ayodhya. Vasi, Ram Ram, Dasharatha, Nandana, Ram Ram, Hatita, Bhavana, Janaki, Jeevan, Sita, Mohan, Ram Ram, Ayodhya Vasi Ram Ram, Ayodhyavasi Ram Ram, Dasharatha Nandana Ram Ram, Hatita Bhavana, Janaki Jeevan, Sita Mohan, Ram. Alors, Ayodhya, c'est un endroit, et c'est l'endroit où Ram est né. Mais la signification de cette parole, ça veut dire l'endroit qui ne peut pas être conquis, qui est indestructible, indestructible. Ouais. Vasi signifie qui vit. Alors, nous saluons celui qui vit dans un endroit qui est inviolable, qui est indestructible. Et l'idée, ça, c'est notre âme, c'est notre aspect plus profond. Celui qui vit, qui vit dans notre profondeur. Ayodhya Ram, Dasharatha Nandana, qui porte la joie, à Dasharatha. Dasharatha, c'est le nom du père de Ram, mais aussi, ça signifie qui a 10 chariots. Il y a 10 chariots. Alors, l'idée, c'est que l'être humain, nous avons 10 chariots. Les 5 pouvoirs de nos sens, l'écoute, la touche, la vision, le goût, l'odeur, ouais. Et les 5 karmindriyara, les pouvoirs d'action, de karma. Alors, les 5 pouvoirs instrumentaux d'action, avec les actions. Avec l'action. Avec plus d'enthousiasme, avec plus de souplesse. Alors, va, c'est le pouvoir de l'expression, de la langue, de la communication. Et ça fait c'est une qualité importante pour les êtres humains, nos capacités linguistiques. Les paroles, ils ont des pouvoirs. Comment nous parlons, comment nous parlons aux autres. Quel message nous permettons d'installer. Le second, c'est moi, je suis un humain. Oui. Pourquoi je suis tellement fier? Parce que j'ai mes, comment dire en français? My opposing thumbs. Les puces opposées, non? Alors, Pani, le deuxième pouvoir instrumental, ça signifiait nos capacités manuelles, nos capacités de former, de créer, to pick things up, to put things down, non? De ramasser des choses, de laisser des choses, non? De créer, de manipuler, de former, de sculpturer, non? C'est très important pour les êtres humains. Nous sommes des êtres qui utilisent les outils, non? Sans nos mains, nous n'aurions jamais accroché le top of the food chain, non? Sans notre capacité de communiquer et de créer avec nos mains, nous n'aurions jamais pu chasser les animaux plus grands, tout ça. Et le troisième, on va balader. We want to go for a walk. So, contact movement pattern. So I lift the right,
ça va à l'autre, non? Et je regarde vers l'autre. Et puis je tourne. Et un bras devient l'autre. Et le troisième pouvoir instrumental, c'est la locomotion par. Son domicile, c'est les pieds, les jambes. Ça, ce sont des bipèdes, non? Mais quoi d'autre est important ou significant dans le mouvement des êtres humains? Quel est spécial? Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aime nager? Ouais. Une fois, j'étais en Thaïlande et je nageais dans l'eau, dans la mer et il faisait très beau, il faisait longtemps. Et je faisais une natation large. J'étais là dans l'eau 1 heure, dans une rive, mais je me suis I'm so grateful I know how to swim. Et je pensais pour un instant, ah oui, je sais nager. Et puis, un petit pont, je me fais, j'ai venu, et il m'a dépassé avec une rapide. Non, non. Oui, je peux nager, mais je ne suis pas tellement expert dans la natation. Mais puis, je suis rentré au sable et je me suis rendu compte, même si je ne peux pas nager comme un poisson, je peux me débrouiller dans l'eau avec plus de facilité que mon ami le thon peut marcher sur le sable. Ouais. Le lendemain, je vous allais à faire l'escalade. Et ma première fois, et à mon côté, il y avait un monsieur des Dolomites en Italie. Il faisait une route beaucoup plus difficile. Il made it look so easy, non? Mais puis, est venu un singe. Et le singe, ce montagnard expert des Dolomites, il l'a fait dans une manière très impressionnante. Et à côté du singe, le singe l'a fait dans 2 secondes. Non? Ça veut dire que dans le mouvement, dans le domaine du mouvement, les êtres humains, nous pouvons sauter, mais l'insecte peut sauter 100 fois son hauteur. Nous ne sommes pas des grands sauteurs. Nous ne sommes pas des grands nageurs. Quelle est notre spécialité? Nous pouvons marcher, nous pouvons courir des grandes distances. Et nous avons des diverses capacités de mouvement. Est-ce que c'est vrai? Nous pouvons sauter. Nous pouvons, we can twist, we can turn, we can roll. Nous pouvons faire beaucoup de choses, beaucoup de mouvements différents. Est-ce que nous le pratiquons? Et nous avons déjà dit que nous sommes un certain pourcentage de l'eau. Alors, si l'eau ne bouge pas, ouais. Alors c'est comme ça, quand j'ai dit va, je vous encourage, va, et courir dans notre corps. Et pourquoi on a fait ça quand on a